le problème, c'est qu'on se rappelle de Séville. C'est malheureux à dire parce que la France a été privée injustement. Enfin, tout est possible dans la vie. Un être humain, malheureusement, on voit certaines faiblesses. Mais est-ce que vous pensez un type de réputation mondiale, c'est qui va plus exister en rien de temps? Les gens vont se rappeler de lui que par rapport au match de Séville. Et moi, j'étais très proche de lui. Je connaissais bien Corvair. D'ailleurs, je peux aussi vous faire, pas une confidence, parce que c'est vrai, Fernand Sastre, à l'époque, avait fait pression auprès de la FIFA pour avoir Corvair comme arbitre, sachant que c'était un type costaud. Et après le match, on le perd pendant le match sur le penalty, on n'a pas crié au scandale, je vous l'assure, si vous réécoutez. Et retrouver l'équipe du lendemain, ils ne parlent de rien. Quand on voit les images, c'est effectivement une décision qui était inacceptable au niveau international. Alors le problème des joueurs, des dirigeants, quand il y a une erreur comme ça, pour eux, c'est corrompu. L'arbitre a été acheté. Il n'y a aucune preuve, mais c'est ce qu'on dit. À chaque fois qu'il y a une grosse erreur, c'est parce que l'arbitre il l'a acheté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le deuxième volet de notre émission consacrée à Michel Vautreau, le GOAT français de l'arbitrage. On va parler de ces grands matchs, de la demi-finale de Coupe du Monde 90, la finale de l'Euro 88, rappelez-vous, ce but extraordinaire de Marco Van Basten. Michel Vautreau était sur le terrain. On va parler de la finale de Coupe des clubs champions remportée par le Steaua Bucarest. On va parler de la corruption, mais aussi de Claude Bèze, de Bernard Tapie et de Guy Roux. Ça va être un épisode passionnant. C'est parti. Dans toute ta carrière, comme tu dis, ce qu'il faut vraiment, le but d'un arbitre, c'est d'éviter les tentations, de vraiment faire très attention. Quel est le truc le plus fou qu'on t'a proposé justement, ou le truc que t'as dû refuser parce que c'était vraiment n'importe quoi? Est-ce qu'il y a un truc fou qu'un club ou qu'un joueur ou qu'un dirigeant t'a proposé Non. pour Non. alors c'est pas de la corruption active, mais tu vois ce que je veux dire, un cadeau, un truc un peu. J'ai même pas le mérite de dire que j'ai été courageux et fort, parce qu'il n'y a pas eu à le dire. Alors il faut guetter, il faut faire attention de ne pas tomber, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les pièges. Mais très honnêtement, je me souviens quand le dernier match de ma carrière dans un grand club, il me revoyait plus, donc il s'en fichait. Le dirigeant qui s'occupait de nous me dit « Michel, on sait que c'est ton dernier match international, enfin ta dernière année, et on te reverra pas. Et le président a toujours apprécié tes prestations. Il voudrait te donner un cadeau spécial. » Quand il a sorti, c'était plus le cadeau à 100 €. C'était il avait marqué le coup, quoi. Voilà. Mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai dit après, si ça sort. Alors une autre, mais attention, je suis pas un super champion, je suis pas le super héros, je me donne pas ce que. Mais je vous le répète, si vous rentrez dans ce jeu-là, vous ne pouvez pas faire une longue carrière. Vous faites pas 16 ans au niveau international si vous êtes dans toutes ces magouilles ou que un jour, vous tomberez définitivement et rapidement. Je termine ma carrière internationale. Mon vrai dernier match était Partizan de Belgrade contre Inter de Milan. Et Ivan Kurkovic était le président parce que son frère avait été tué quand il y a eu la Yougoslavie a éclaté. Ils l'ont flingué. Et il est rentré à Belgrade pour sauver le club, reprendre derrière son frère. Et il me dit « Michel, on sait que c'est ton dernier match, on va te faire un cadeau spécial. » Et j'apprends que c'était un tableau. Donc je dis « J'apprécie, c'est gentil, mais à une condition. On me le remet officiellement. On invite le délégué de l'UEFA. Vous invitez un représentant de l'Inter de Milan s'il veut venir. Vous invitez les journalistes, sinon je n'accepte pas. » Parce que, qui sait, je vais jamais vendre mes affaires. Et 10 ans après, ça sort, votre réputation est foutue. Donc, là, j'ai accepté, mais j'ai demandé que tout se fasse clairement. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su. Ouais, ok.
Je pense que cette époque-là, ça devait être effectivement, comme tu le dis, c'est un peu comme quand tu te balades de temps en temps en banlieue parisienne où tu dois faire attention à tout. Quand tu es arbitre, tu dois faire attention à tout ce que tu fais pour éviter de tomber dans tout ce qui pourrait être mal interprété tout le temps, quoi. Quand on allait dans les pays de l'Est, il n'y avait qu'un seul grand hôtel international. Donc il y avait les deux équipes souvent. Et puis souvent, celle qui s'occupait de nous, l'interprète était souvent une jeune femme. Et puis, il y avait, je sais pas, c'était le soir, le restaurant, il y a la musique locale. Ah ben, est-ce que vous voulez faire une danse? Et je connais des arbitres réputés. Et quand c'était, surtout, il y avait des journalistes italiens. Le lendemain, il y avait la photo de l'arbitre qui dansait avec une jeune femme russe. Et donc, sa femme a été, lui, il n'a pas osé refuser par correction, mais c'était sur les journaux le lendemain. Et sa femme a apprécié. Mais alors, du coup, vous étiez briefé par l'UEFA lors de ton premier match international? Ah oui. On te dit, écoutez, voilà, vous allez aller dans tel ou tel pays, on va vous proposer, comme par hasard, vous allez être au bar, il va y avoir des jeunes filles qui vont venir, vous allez être, votre pouvoir de séduction n'aura jamais été aussi élevé que dans ces pays. Vous êtes un petit peu briefé, on vous explique que voilà, c'est le genre de truc qui va arriver ou pas? Non. C'est dans les stages annuels. On nous dit, mais on ne cite pas les pays, parce qu'on peut le retrouver dans d'autres pays, hein, des pays de l'Ouest qui ont beaucoup d'argent. Il faut savoir que les pays de l'Est, il n'y avait pas d'argent. Donc, ils offraient peut-être les jeunes femmes, etc. Parce que... Et alors, question, on a eu Marius Trésor sur le programme, avec lequel je crois que tu as eu quelques matchs un peu, quelques frictions sur certains matchs. Et on reviendra peut-être là-dessus sur ces matchs. Évidemment, on a parlé de Séville avec lui, 82. Donc, il y a un peu cette théorie du complot, comme quoi l'arbitre, Monsieur Corver, aurait été acheté par les Allemands, ou en tout cas aurait eu un parti pris pour les Allemands. Alors, je précise qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu de preuve, mais le fait qu'il ne dise rien sur Schumacher, etc. Et quand on a eu Marius Trésor, on a insisté sur cette question, on lui a dit, est-ce que tu penses vraiment sérieusement que c'est possible un match demi-finale de Coupe du Monde, la FIFA, un match télévisé entre deux, en tout cas, bon, la France n'était peut-être pas une grande nation du football, mais en tout cas un match vraiment important entre deux nations européennes. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un arbitre ait été acheté à ce moment-là? Mais bien sûr que non. Voilà. Donc, ton avis, non. c'est impossible. D'accord. Mais tout est possible dans la vie. Un être humain, malheureusement, on voit certaines faiblesses. Mais est-ce que vous pensez un type de réputation mondiale, c'est qui va plus exister en rien de temps? Les gens vont se rappeler de lui que par rapport au match de Séville. Et moi, j'étais très proche de lui. Donc, je connaissais bien Corver. D'ailleurs, à la Coupe du Monde 82, celle-là, il a été, moi j'étais gamin, c'était ma première Coupe du Monde. J'ai eu comme assistant lui et Garrido. Moi, j'étais au milieu, j'étais avec les deux meilleurs arbitres européens, sinon mondiaux, qui me faisaient la touche aux gamins. Et Charles Corver, moi, je l'ai connu parce qu'il venait au tournoi de Montaigu, qui avait été, c'était par ton collègue hollandais, qui lui avait dit de venir arbitrer. Moi, j'y allais aussi. Donc, je peux aussi vous faire, pas une confidence, parce que c'est vrai, Fernand Sastre, à l'époque, avait fait pression auprès de la FIFA pour avoir Corver comme arbitre, sachant que c'était un type costaud. Et enfin, et là je peux en parler, j'étais, ce qui est impensable maintenant, j'étais consultant pour Europe numéro 1 pendant la Coupe du Monde. Quand j'avais rien, j'allais à Madrid et Sacomano était au match, il y avait Pierre-Louis Basse et il y avait Jean Eskenazi, qui était le seigneur des médias à l'époque, toujours avec sa petite rose, l'œillet, à l'insigne. Et après le match, on perce pendant le match sur le penalty, on n'a pas crié au scandale, je vous l'assure, si vous réécoutez. Et retrouvez l'équipe du lendemain, ils ne parlent de rien. Ils crient pas au scandale, ils disent rien dans le journal de l'équipe du lendemain. Mais après, c'était Bruno Dalle, ça m'a marqué, qui était le patron de l'antenne à Europe numéro 1, nous dit, Sacomano sort du vestiaire, parce qu'à l'époque, il rentrait dans les vestiaires, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, ils lui ont dit, ils sont furieux, ils se sont fait avoir, c'est un scandale, etc. Et Bruno Dalle a dit, ça commence à bouger en France, vous rendez pas l'antenne, on va regarder longtemps dans la nuit pour parler de ça. Mais sur le moment, personne, après, c'était indiscutable. Quand on voit les images, c'est effectivement une décision qui était
inacceptable au niveau international que j'aurais pu avoir, hein. Je fais pas le malin, mais c'est vrai que alors le problème des joueurs, des dirigeants, quand il y a une erreur comme ça pour eux, c'est corrompu. L'arbitre a été acheté. Il y a aucune preuve, mais c'est ce qu'on dit. À chaque fois qu'il y a une grosse erreur, c'est parce que l'arbitre il a acheté. Toi, t'es toujours soumis à ce genre de questions de la part des joueurs, des journalistes, des dirigeants. Comment tu peux avoir la force mentale pour passer outre et pas jeter l'éponge, toi, dans ta carrière? Ben, moi, j'y pense souvent. Au début de ma carrière, j'aurais voulu être dans la tombe. J'étais pas habitué à la critique publique. Et systématique en plus. Ah ben c'était. Après, on peut pas. Là, je sais plus un copain. Moi, j'ai pas acheté. L'ancien Stéphanois, je sais pas lequel, parlait d'un match que j'ai arbitré. Il dit, il était corrompu. Si je porte plainte, je gagne, mais je lui fais trop d'honneur. On va reparler de lui tout le truc, donc je laisse tomber, je m'en fous. Parce que vous entendez ça quand on discute avec des anciens joueurs. Ils disent, ah oui, mais là, l'arbitre, il nous a eu, il était acheté, il était. Le problème, c'est qu'on oublie que les mots ont un sens et qu'on ne peut pas les dire n'importe comment. Et justement, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, comment tu as eu la résilience année après année, qu'on t'accuse toi, qu'on accuse tes camarades, etc. Alors que justement, c'est ça qui a déclenché pour toi le souhait d'être arbitre, c'est qu'on a commencé à critiquer les arbitres à Besançon. Comment toutes ces années, tu as été capable de gérer cette pression et pas péter un câble à un moment vis-à-vis d'un joueur, vis-à-vis d'un dirigeant ou vis-à-vis même du public, quoi. Parce que l'arbitrage est une drogue. Et puis, on est tellement sûr... Alors, pas de s'être trompé, attention. Hein. Le doute, il est en permanence. Des erreurs, là, je suis très long. Si je vous parle de mes erreurs, on va encore rester beaucoup plus longtemps. Tu étais certain de ton intégrité. Voilà, donc... Ah non, sauf que j'étais pas certain d'avoir raison. Ça, c'est une autre... Ça, j'ai eu beaucoup de doutes. Ça fait mal après. Quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, c'est très... Les gens disent, mais ils s'en foutent, eux. Mais non, on s'en fout pas. On est comme un joueur quand il fait... Ici, quand ils ratent un penalty ou qu'ils mettent un but contre leur camp, ils le font pas exprès. Moi, j'ai la peine pour eux. On vient pas à l'idée de dire il l'a fait exprès. Mais pour l'arbitre, c'est comme ça, c'est l'autorité, elle est toujours mise en cause. Quand on perd, c'est de la faute des arbitres. Il m'est venu cette conclusion que j'ai toujours dit après toutes ces années d'arbitrage. L'être humain gagne toujours par ses propres mérites, mais il perd par la faute des autres. C'est beau, ça. Peut-être que ça passera à la postérité un jour. Alors, on a déjà pris beaucoup de ton temps. Je propose qu'on avance un petit peu dans le temps. J'aimerais qu'on parle rapidement, si tu me permets, de l'Euro 88. Donc, tu fais cette finale, Pays-Bas contre URSS. C'est avant la chute du mur de Berlin, donc on parle vraiment d'une époque révolue. Tu es sur le terrain quand Van Basten marque ce but extraordinaire. Première question, c'est quand tu es sur le terrain de manière générale, est-ce que tu as le temps d'apprécier les beaux buts, les beaux gestes, ou tu es tellement focus sur ton match que c'est seulement après que tu t'en rends vraiment compte? Non, on voit jamais un match comme les autres personnes, comme les spectateurs, comme les téléspectateurs. Parce que le mot qui a été utilisé est le bon mot, on est focus, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on ne voit pas l'ensemble du match, de l'action. Donc, même maintenant, comme un spectateur, je regarde pas les matchs comme quelqu'un de normal. Je regarde la position des arbitres, je regarde pour voir si l'assistant a levé le drapeau, parce que je vois les gens qui crient but, puis qu'ils n'ont pas fait attention que l'assistant avait levé le drapeau. Moi, je regarde ça en priorité. Donc, il y a une déformation pour l'approche du spectacle du football. Je suis déformé par rapport à l'arbitrage. Ensuite, Van Basten, c'est un but qui vient de nulle part. C'est un ovni. Et pour être très honnête, je suis encore marqué parce qu'il y avait très peu de supporters de l'URSS. Le stade était aux 3/4 orange. Vous ne pouvez pas sortir, ouais. Et je vois, d'un seul coup, le stade s'est levé, était orange. C'est extraordinaire. J'ai même pas eu à me poser la question. J'ai pas vu venir le but, mais c'est en voyant le 3/4 du stade debout qui hurlaient leur joie, et puis tout était orange. C'est ça que j'ai gardé dans ma tête. Alors, question corollaire de cette question, Rémi Harel, c'est ton juge de touche, c'est un de tes deux juges de touche sur ce match-là. Oui. Il dit que sur le centre, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas hors-jeu, mais qu'il se retient de lever son drapeau et qu'ensuite le but est tellement magnifique qu'il n'a pas le courage. Alors, il n'est pas certain, hein,
mais que le fait que le but soit tellement beau qu'il se dit je peux pas l'annuler. Que si le but avait été raté, je crois qu'il dit j'aurais sûrement levé le drapeau s'il avait tiré au-dessus. Mais le but était tellement beau et c'était un peu du 50-50 que du coup il préfère prendre position en faveur de l'esthétique du but. Est-ce que c'est un choix qui s'est souvent posé en tant qu'arbitre, toi, quand il y a un but qui pourrait être annulé, mais... Je suis assez surpris, pas de la citation, elle est juste parce que je l'avais vue après sur un journal. Mais il n'en a jamais parlé avec nous. Et le problème n'est pas de savoir si c'est un beau but ou pas. Il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Donc autrefois, on a été biberonnés, les arbitres, les joueurs, tout le monde, en disant que quand il y a le doute sur un hors-jeu, on doit l'accorder parce que la finalité du football est de marquer des buts et on donne l'avantage à l'attaque. Or maintenant, avec la vidéo, on est complètement à l'inverse et on refuse des magnifiques buts parce que il y en a un, le poil du nez, qui dépasse avec la vidéo. Ouais, donc toi, t'es pas pro VAR, on va dire. Ou plutôt l'application de la VAR, c'est pas, t'es pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis contre. J'ai plus envie de regarder le foot. On a dénaturé. On a parlé des erreurs d'arbitrage, même si j'ai toujours dit qu'une erreur est une erreur de trop. C'est exact. Compenser, ça fait pas 0, ça fait 1 + 1 en mathématiques, c'est 2 erreurs. Quand on nous dit l'arbitre a voulu compenser, c'est vraiment un mauvais calcul parce qu'il fait 2 erreurs. Il se valorise pas. Ensuite, le drame, c'est que j'ai toujours entendu, quand j'étais plus jeune et après, que le jeu se nourrissait des erreurs. Et maintenant, il se nourrit que des erreurs des joueurs, apparemment, mais pas des arbitres. Or, qui parle de la main de Dieu ? C'était pourtant la main du diable. Qui est devenu, alors qu'il a volé les Anglais ? C'est quand même Maradona. Et s'il n'y avait pas eu le but marqué de la main, jamais personne ne parlait du match. C'est rentré dans la légende. C'est terrible, ça. C'est terrible. Il marque comme un beau deuxième but. Et oui, mais là, c'est terrible parce que c'était une faute Et j'ai vu que l'arbitre qui avait gardé le ballon, il l'a vendu, je crois, comme souvenir, quelqu'un l'a acheté pour 20 000 €. Donc il doit pas. L'arbitre a vendu le. D'accord, ah oui, là, ouais. c'est. J'ai lu ça sur un journal. Donc, je me dis, il l'a pas fait exprès. Bon, c'est vrai que ça paraît inconcevable de pas avoir un but comme ça, mais ça aurait pu m'arriver. Donc, le problème, c'est qu'on se rappelle de Séville. C'est malheureux à dire parce que la France a été privée injustement. Et je voudrais revenir sur quelque chose de très symptomatique. C'était la finale Allemagne-Angleterre en 66, je crois. Ouais, 66, avec le but qu'on n'a jamais su. On n'a jamais su s'il était rentré ou pas, ce but. Voilà, le but qui frappe la barre. Et bien, à votre avis, les gens parlent encore maintenant ? Oui, à cause de ça. Ouais. Qui parlerait de ce match sans ça ? Même les jeunes sont au courant. C'est rentré dans la légende du football. Je dis pas, ils l'ont pas fait exprès. Mais effectivement, c'est les détails qui rentrent dans la légende et qui font un match légendaire. C'est parfois des détails. Voilà. Et notre brave assistant était de l'URSS, mais Azerbaïdjan. Eh bien, il est devenu célèbre parce que les gens ont su où situer Bakou et l'Azerbaïdjan. Il est devenu une vedette dans son pays. Et si vous allez dans le stade national, il porte maintenant son nom et il a une statue à l'entrée du stade. Incroyable. Monsieur, alors ma prononciation n'est forcément pas bonne, du style Bamakov, je crois, ou Bamakov. Il est rentré, lui, dans la légende parce que personne ne sait si le but était rentré ou pas. Donc ça me conforte. Bon, alors il faut pas faire des erreurs exprès, mais c'est ce qu'il fait quand même. Qu'un arbitre reste dans la légende, c'est parfois sur ses erreurs et plus que sur une qualité irréprochable de ses matchs, quoi. Ouais. Oui, c'est comme Marcel van Langenhove, je me souviens encore de son nom, c'est l'arbitre belge Benfica OM. Ce qui est quand même rigolo rétrospectivement, c'est quand même Bernard Tapie qui fait tout un pataquès sur la corruption de l'arbitre, et quand on sait ensuite l'épilogue de sa présidence, ça a un côté l'ironie. Et quand on connaît Marcel, c'était un type, c'est toujours d'ailleurs, un type charmant, un brave épicier qui était le bourgmestre, je ne sais plus comment on appelle l'adjoint de sa ville, de Bruxelles, qui était le pauvre, mais qui a souffert. Il faut savoir que, quand même, ils ont fait créer un faux compte à son nom en disant que l'argent était arrivé sur ce compte-là.
ce qui était bien sûr faux. C'est-à-dire le Marseille? C'est ce qu'on a dit. J'en sais rien, j'ai pas vu. Mais pour vous dire que quand on connaît cet homme, il a été malheureux, on lui en parle encore maintenant, et c'était vrai, c'est un homme charmant, c'était un bon arbitre à l'ancienne comme moi, et qui peut pas mériter ce qu'on a dit, parce que malheureusement, moi aussi, le problème, c'est quand il y a une erreur qui tombe, qui fait le résultat. Si après il y a un but de marqué, plus personne n'en parle. Il faut de la chance. Quelle est justement pour toi l'erreur d'arbitrage que tu as faite, comme tout le monde doit en faire? Quelle est celle qui t'a le plus coûté? Quelle est celle qui te hante encore? Moi, c'est indiscutablement, et j'en suis pas fier, c'est la demi-finale de Coupe du Monde Italie-Argentine. Tu fais jouer 8 minutes, c'est ça? Il y a eu les tirs au but, l'Italie a été éliminée, ce qui a fait un drame national, mais et je m'en étais pas rendu compte pendant le match, j'ai joué pendant la dernière prolongation 8 minutes supplémentaires. C'est une erreur inadmissible et impardonnable à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'explication. C'est ce que j'allais te demander, t'as pas l'explication? Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a essayé de me faire dire que c'était mes assistants qui auraient dû m'alerter. Quand on est l'arbitre du match, on est le patron. Et on assume tout. Donc c'est mon erreur et c'est pas l'erreur des autres. Et je pense que c'était un match heurté. C'était un match où il fallait une concentration inhabituelle parce qu'il y avait un enjeu. Plus on avançait, plus il y avait un enjeu fantastique, extraordinaire. Et puis l'équipe jouait à domicile. Mais aujourd'hui, quand je vous parle de ce match, j'ai encore des sueurs froides qui coulent dans le dos. Imaginez une seconde que l'Italie ou l'Argentine ait marqué un but. Aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Je serais un homme mort. J'aurais été rayé, j'aurais traîné ça de toute ma vie, ça aurait gommé toute ma carrière d'arbitrage. Et on aurait dit, il était corrompu pour arranger. Il fallait que les Italiens organisent, il fallait qu'ils soient en finale ou inversement. Ouais, il fallait que Maradona soit en finale. Je m'en veux aujourd'hui, mais j'ai pas honte à le dire, parce que c'était public. Pourquoi le cacher? C'est une erreur impardonnable à ce niveau de l'arbitrage. Et j'ai une chance extraordinaire qui fait qu'il n'y ait pas eu un but ou un penalty pendant ces 8 minutes. On aurait pu dire 2, 3, 4 minutes, mais 8 minutes, c'était pas normal. Oui, c'était pas l'époque où on faisait jouer plus. Ouais. Alors, puisqu'on parle de l'Argentine, il y a ces deux, pareil, rumeurs comme quoi l'arbitrage en 78 était vraiment pro-Argentine, de la manière que l'arbitrage en 82 était, en tout cas de l'avis des amateurs comme nous, extrêmement pro-Espagne. Il y a ensuite cette rumeur en 2022, que vraiment il y avait quasiment des consignes pour que des pénaltys soient sifflés pour Messi. Toi qui étais de l'intérieur, qui a fait partie vraiment au niveau les plus élevés des instances internationales au niveau de l'arbitrage, et tu as un petit peu répondu déjà à cette question auparavant quand on parlait de Séville, c'est impossible, on est d'accord que c'est pas... Ou est-ce que 78, ça appartient à une période un peu plus antérieure où ce genre de pratique était possible? Comment tu vois ça, toi? Mais c'est des foutaises. J'ai entendu ça toute ma carrière. D'accord. J'ai toujours entendu dire qu'à chaque fois, parce que, yo, tout le truc, on voit partout mais jamais un dirigeant d'une fédération, qu'elle soit nationale, internationale, ne viendra vous dire « Michel, il faut que telle équipe soit là pour sauver la compétition ». Jamais. Parce que cette personne saurait que j'irais dire tout de suite que si je ne suis pas promu, j'irais dire « Ah il m'a demandé de faire ça ». Mais jamais. C'est tout ce que tu dis sur le fait que tu te mets dans des situations de chantage de toute façon qui sont impossibles à gérer sur le long terme. C'est juste impossible. Et du cinéma que les gens se font. Alors par contre, l'être humain est ainsi fait que peut-être que le problème, c'est quand vous arbitrez un match où le président de la fédération a des hautes responsabilités internationales. Donc il y a peut-être un arbitre qui peut avoir peur pour sa carrière. Parce que je vais vous redonner encore, allez, on continue dans le roman. J'étais jeune arbitre international, personne ne me connaissait, j'arbitre le match Grèce-Italie, et le président de l'UEFA était Artemo Franchi.
est l'homme tout-puissant, président des arbitres au niveau mondial et président de l'UEFA. Et ce jour-là, il regarde le match à la télé. Admettez qu'il aille au cinéma, au théâtre, ou qu'il aille à un repas, il me voit pas. Et il me l'a dit après, il a dit, mais c'est qui ce jeune arbitre? J'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Et du coup, peut-être qu'il m'aurait fallu 2 ans pour arriver encore plus haut. J'ai été plus vite par la suite pour les désignations des matchs. Donc ça fait partie, il faut toujours être là au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. C'est un peu l'histoire de ta carrière, j'ai l'impression, cette bonne étoile qui te poursuit un petit peu pour te donner le petit coup de pouce au bon moment. Oui, je vais revenir sur les finales de Coupe de France. 5 finales pour quelqu'un qui n'a jamais joué au foot, dont 3 consécutives, ça paraît impensable, improbable. Et pour la 5e, jamais j'attendais cette finale. D'ailleurs, la commission centrale des arbitres avait donné un autre nom, ce qui était normal, parce que vous arbitriez, vous faisiez pas votre finale dans votre championnat et vous pouviez faire la finale de Champions League. Donc, la commission centrale avait donné un autre arbitre, et j'ai appris par la suite que le président Sadoul de la Ligue professionnelle et le président Sass de la fédération, ils se sont accrochés pour un problème de règlement. Avant, ils n'étaient pas d'accord. Et Sadoul a perdu. Et j'ai appris après que quand ils ont dit, l'arbitre, c'est Tartampion, Sadoul a dit, mais c'est pas Vautreau. Qui est le premier? Vautreau. Eh ben, je crois que vous venez de me dire qu'il fallait appliquer le règlement. Le premier, c'est lui, il doit la faire. Et j'ai jamais été prévenu, je l'ai appris par la presse le lendemain matin. Un point de détail dans une discussion pour savoir qui avait le plus gros ego entre les dirigeants, et il a voulu marquer le point, et donc c'est comme ça que tu es devenu... Et comme ça que j'ai refait une 5e finale, donc je me pince parce que je sais que des grands joueurs font des déclarations en disant je regrette, j'ai jamais disputé une finale. Et moi, le pauvre type qui a jamais tapé dans un ballon, j'ai fait 5 finales de Coupe de France. Alors maintenant, si on donnait un ballon, tu serais vraiment nul, enfin à l'époque même, ou à l'époque où tu es vraiment arbitre international, on donnait un ballon, tu serais incapable de cadrer, ou tu avais quand même un petit peu de technique au final? T'arrivais à jongler par exemple avec le ballon ou pas du tout? Nul. J'ai une anecdote. J'arbitre Monaco-Bordeaux qui restera toujours un point d'interrogation parce que c'était un match au sommet et Monaco a gagné 9-0, ce qui est très rare à ce niveau. Et Dominique Dropsy, que j'appréciais beaucoup, et il y a eu une panne avant le match de 2 pylônes. Donc on voyait pas assez clair. Donc je lui ai dit, écoute, je vais te tirer un penalty. Donc je pense qu'il a fait exprès de le laisser passer. Et j'ai mis ce but-là avant le match en plaisantant. Et quand j'ai vu qu'il en a pris 9, à la fin, je suis allé le voir, je lui ai dit, tu vois, finalement, j'ai eu aucun mérite à te mettre puisque tu viens d'en prendre 9. J'ai jamais su, j'en ai parlé à des anciens joueurs, personne, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce match? J'ai jamais eu de réponse. Ouais, il y a des matchs comme ça. Est-ce que tu as un match référence où tu as été bon du début jusqu'à la fin? Où tu étais vraiment... Non. On fait forcément des erreurs. D'accord. Par contre... il y a un match qui fait référence, c'était à l'UEFA, on en a souvent parlé, c'est le match retour en Ligue des Champions, ainsi l'appelait-on à l'époque, Real Madrid-Bayern de Munich. Et au match aller, ça s'était mal terminé, et le capitaine du Bayern a fait les cornes pour le taureau en se moquant des Espagnols. Et la presse... et les médias espagnols ont passé pendant 15 jours avant le match retour en boucle ce geste-là. Quand on est arrivé sur le terrain, il y avait une ambiance détestable. Les joueurs du Bayern étaient blancs avant de rentrer sur le terrain. Tellement, et parce qu'à l'échauffement, ça s'était mal passé. Donc, quand le gardien de but est allé se mettre en place, ils sont tous revenus dans le rond central parce qu'il y avait les ultras sûrs, les supporters extrêmes du Real, qui envoyaient des flèches dangereuses sur le gardien. Et ils voulaient plus jouer. C'était impensable d'arrêter le match. Et là, je sais pas ce que j'ai eu en moi. Je sais pas. Je suis allé en marchant, en écartant les mains tel Jésus-Christ, et je suis arrivé vers le but, et ça a surpris tout le monde. Mais calme. Je ne suis pas arrivé en courant, je ne suis pas arrivé en faisant des gestes. Je suis arrivé et d'un seul coup, j'ai fait signe d'arrêter et je faisais signe, sinon on rentre au vestiaire. Et à partir de là,
ça s'est calmé. On a eu un match difficile. Il a fait celui-là, moi je me suis pas rendu compte, mais les dirigeants de l'UEFA m'en ont toujours parlé. Oui, en plus, je crois il y a un carton rouge au bout de 30 minutes, hein, si mes souvenirs sont exacts. Ben oui, le capitaine, quelle mémoire d'ailleurs, bravo. Le capitaine, je crois qu'il était pas mécontent. C'est lui qui avait fait les cornes au match aller. D'accord. Et puis je pense il a peut-être été provoqué, je sais pas, mais il lui a mis un coup de sabot. Donc le coup de rouge, si je puis dire, ne se discutait pas, ils ne me l'ont pas reproché. D'accord. Alors, on a pris vraiment beaucoup de ton temps. On va juste le dernier match, moi, que je voulais aborder, c'était ce match extraordinaire d'ouverture de la Coupe du Monde 90, où c'est l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la compétition, où l'Argentine de Maradona, tenant du titre, qui perd contre le Cameroun 1-0, malgré 2 cartons rouges que tu donnes aux joueurs camerounais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu prépares le premier match d'une Coupe du Monde, surtout en Italie, où c'était un peu à l'époque où le calcio était vraiment le championnat dominant. Donc tu sais que tu vas avoir des millions, si ce n'est des milliards de téléspectateurs qui vont voir le match. Comment tu te prépares pour un match? Est-ce que tu as une façon particulière de te mettre dans l'ambiance pour ce match? 2 mois avant, on a les tests physiques en Italie. Et avec test de Cooper, les 50 mètres, les 400 mètres, etc. Il pleuvait et je me fais un claquage, la première blessure de ma vie en arbitre. J'avais jamais été blessé, à part des tendinites. Et j'ai dit, la Coupe du Monde, elle est finie. Parce qu'un claquage, c'est fichu. Quand je suis rentré, j'avais un ami, je dis j'avais parce que malheureusement il est décédé, qui était docteur du Tour de France, le docteur Nicolet, qui était de Dole, dans le Jura. Et je l'appelle, il me dit viens vite me voir. Il regarde, il me dit oui, écoute, je vais appeler Gérard Saillant, le grand spécialiste qui s'occupait de tous les grands sportifs blessés. Et Saillant a eu la gentillesse de dire qui vienne me voir demain. Il est venu spécialement le dimanche matin à la salle pétrière pour m'ausculter. Et donc, il me donne des conseils. Il me dit, ça va être dur que vous soyez prêts pour la Coupe du Monde dans 2 mois. Mais il me dit, il faut tenter le coup. Donc, j'y vais, j'arbitrerai plus. Je n'arbitrerai plus puisque j'étais incapable, je ne pouvais plus courir. Donc, après, n'ayant pas été blessé, la fédération me dit maintenant, Michel, il faut que tu reprennes. La FIFA nous demande de tes nouvelles. Donc je me souviens, je fais un match de 2e division, j'osais pas courir. Alors qu'on m'avait dit que j'étais guéri, mais je n'osais pas courir. Et tellement j'étais inquiet dans ma tête, puis j'avais mal, il me semblait que ça allait péter. Après, on me donne le match Nice-Monaco. Et je siffle un penalty contre Ettori, qui était furieux, et il avait raison, parce que j'étais loin de l'action. Et la faute était en dehors de la surface. Et donc, je lui dis, écoute, on fait un pari, je suis sûr d'avoir raison. Si j'ai raison, tu me donnes ta paye. Si j'ai tort, je te donne mon indemnité d'arbitrage. C'est un peu asymétrique comme pari. Oui, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai vu l'erreur, j'étais pas fier. Tu lui as donné alors? Non. Non. Il savait que c'était un pourboire pour lui. Ouais. Donc, avant de partir, la ville de Besançon fait une réception, me nomme ambassadeur de la ville, fait une montre spéciale avec un terrain de foot, ma signature, les aiguilles en rouge et jaune comme le carton, et la trotteuse, c'était un ballon. Et ils m'ont dit, tu leur remettras une au pape. Ce que j'ai fait d'ailleurs, à Jean-Paul II. Et donc, mais par contre, tout le monde applaudissait, il faisait beau, je me rappelle, vive Michel, pour qu'il aille loin en Coupe du Monde. Et moi, j'avais mal dans ma tête. Je me dis, mais je ne pourrais pas courir. Et comme le docteur et le docteur Bisontin du club ont vu que j'arrivais pas à franchir le cap, ce que je vais vous dire, c'est absolument incroyable. Ils m'ont emmené à l'hôpital parce que le docteur faisait des bouquins, des études. Il avait les cadavres dans le formol. Il en prend un, il coupe une jambe, il met la jambe sur le bureau et il fait le geste en me disant « Regarde, quand on tourne, ça tire, donc ça fait mal, mais ça casse pas. » Donc ils ont fait ça, mais avant de partir, ils m'ont dit « Il faut pas arbitrer tout de suite à la Coupe du Monde. » Je ne peux pas dire à la Coupe du Monde, arriver à la FIFA, je suis là, mais je peux pas arbitrer au début. J'allais faire mes affaires dans le sens inverse. Donc je dis rien, j'étais inquiet, et ils arrivent, et Sepp Blatter dit, premier match, désignation, Vautreau, France.
C'était décomposé. Et moi qui étais d'un naturel très décontracté, quand la nuit d'avant, alors que jamais je faisais de cauchemar, jamais, c'était ma force, j'étais toujours très décontracté dans mes matchs. Et là, je me voyais le ballon partait, et moi je pouvais pas courir, je restais dans le rond central, transpirer, etc. Le cauchemar. Et mon copain, docteur Nicolet, est venu spécialement de Dole. Je lui ai trouvé une place et pendant tout le match, il me guettait, on se faisait signe que c'était bien physiquement, etc. Donc on peut pas oublier ces moments-là. Et alors, tout à l'heure, je vais revenir sur une question que vous avez posée. On nous a jamais dit il faut que l'Argentine gagne. Par contre, pendant tout le match, surtout quand j'ai mis mes cartons rouges, j'ai entendu, mais oui, on sait bien, nous on est des petits, il faut qu'on perde. On n'a rien à faire à la Coupe du Monde. Ça, vous pouvez pas lutter, on sait qu'on y a droit. C'est contre les champions du monde. Par contre, je le dis honnêtement, avant la Coupe du Monde comme avant l'Euro, la FIFA nous a dit, attention pour le match d'ouverture, il faut appliquer le règlement pour bien montrer au monde du football ce qu'on va appliquer. Donc je reconnais aujourd'hui, mais je l'ai reconnu dès le début, que j'ai pas fait un arbitrage à la vôtre. J'ai fait un arbitrage pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Mais ça n'enlève rien aux fautes qui ont été commises. Et comme j'avais la chance d'être bien ami, c'est copain même, avec Roger Mila, à la fin, j'ai pu me permettre de le mettre en boîte s'ils avaient perdu. J'aurais dit, Roger, grâce à moi, vous entrez dans la légende. Vous battez le champion du monde en titre à 9 joueurs. Tu peux me remercier. Et je vous ferai remarquer qu'il m'a invité pour arbitrer son jubilé au Cameroun. J'ai pas pu y aller, mais pour vous montrer quand il y a de l'amitié au-delà. Ah, c'est beau. Je me souviens que dans le Canard enchaîné, il y a eu un dessin où on voyait Jean-Marie Le Pen regarder le match derrière sa télé. On me voyait donner le carton rouge avec 2 noirs qui baissaient la tête. Et dans la bulle, on disait « Ce Vautreau, je le verrai bien ministre de l'Intérieur. » Oh, quelle horreur. Et tu prends ça avec humour ou ça te fait... Oui. D'accord. Oui, moi j'ai toujours, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais j'en suis assez fier parce que je l'ai dit depuis le début et j'arrive à 80 balais et je dis toujours être pris au sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. C'est ça qui m'a toujours permis, avec les joueurs que je tutoyais, tous les joueurs, parce que je suis parti du principe que l'arbitre est un complice du jeu. Parce qu'on a oublié, et on le dit pas assez à mon goût, que quand les Anglais ont inventé le football, il n'y avait pas d'arbitre. Et ils se sont rendus compte que l'être humain ne pouvait pas s'autogérer ou s'autodiscipliner. Donc ça, je le dis à tous nos arbitres, personne ne paiera pour vous voir arbitrer. Mais soyez fiers, parce que sans vous, il n'y aura pas de match. Le football n'a pas été inventé pour les arbitres, mais il ne peut pas se dérouler sans arbitre. Alors justement, puisque tu parles de l'Angleterre, il y a une anecdote assez marrante où tu parles du premier match que tu arbitres au Royaume-Uni. Je ne sais plus si c'est exactement en Angleterre ou en Écosse, où tu racontes toi-même que tu fais une première mi-temps pas extraordinaire parce que tu arbitres de manière française, entre guillemets, et est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Oui, c'était le match... fameux match qui, pour eux, ils s'en fichent de ne pas être qualifiés dans une compétition, mais s'ils battent l'un ou l'autre, ils ont gagné dans leur esprit. C'est Angleterre-Écosse. C'est vraiment des matchs. Et je les ai faits 2 fois en Rouse Cup. C'est une compétition qui n'est pas connue, mais moi j'en garde un super souvenir. C'était les Anglais qui l'organisaient avec les Écossais pendant la période estivale, et c'est eux qui faisaient les invitations des arbitres et m'ont invité les 3 fois. J'en garde pour moi être invité par les Anglais comme la première fois que j'ai arbitré à Wembley, là j'étais un gamin. Parce que c'était, pour moi, Wembley, ça a tellement été mythique que je pensais jamais arriver sur ce terrain-là. Et j'en garde un souvenir ému. Ça reste pour moi, j'étais dans le temple du football et le gamin qui n'a jamais joué était là et dirigeait les 2 équipes. Et donc là, le deuxième match que Michel le cite, c'était en Écosse. Et le dirigeant de la FIFA qui s'occupait au sein de la commission des arbitres, Tom Wharton. On l'aurait plus vu au rugby. C'était un costaud, il impressionnait, mais il était très humain.
Et à la mi-temps, normalement, jamais un dirigeant de l'arbitrage rentre, mais il m'aimait bien. Il arrive à la mi-temps. J'ai eu la trouille. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, Michel, est-ce que je peux te donner un conseil? Je lui dis, je vais pas lui dire non. Je dis oui. Michel, ici, tu es en Écosse pour un match britannique, tu n'es pas en France. Parce que en France, on siffle tout. Quand je les voyais, entre eux, c'était physique. Moi, je sifflais sans arrêt et je voyais bien que les joueurs étaient perdus. Et je voyais bien que pour moi, ça n'allait pas. Et quand il m'a dit ça, la deuxième mi-temps, j'ai dit, jouer. Il y avait des attentats, je faisais comme ça pour pas avoir. Et ça s'est terminé, tout le monde s'est serré la main, tout le monde était content. Donc, il y a plusieurs styles d'arbitrage, plusieurs styles de football, et ça s'appelle l'expérience. C'est pour ça qu'un jeune arbitre, même aussi bon soit-il, il faut lui laisser le temps de l'expérience, parce que il y a des matchs différents, il y a des cultures différentes. Les Asiatiques, c'est pas la même chose. Michel m'a parlé tout à l'heure de l'Euro 88. Là encore, pour le type qui a jamais joué au foot, je suis le seul arbitre, c'est prétentieux, mais c'est comme ça, les statistiques sont là. 6 mois avant, donc dans la même saison, j'ai dirigé une autre finale continentale, la finale asiatique. La seule dans l'histoire du football asiatique arbitrée par un étranger. Et j'avais fait le match d'ouverture et 2 autres matchs, c'était à Doha. Et donc dans la même saison, j'ai arbitré 2 finales continentales. Personne n'en a parlé parce que tout le monde s'en fiche. Mais pour moi, ça reste un grand souvenir. Et je répète, je ramène toujours au point de départ d'où je suis venu et puis ce que j'ai fait avec beaucoup de chance. Michel, on a passé beaucoup de temps avec toi. On va faire ce qu'on appelle la dernière partie de notre programme. Ce sont les questions mitraillettes où il faut répondre à l'instinct sans te poser de questions vraiment mitraillettes. La question arrive. Mais j'ai peur d'un coup de fusil. T'inquiète pas, attends, on est dans un espace de sûreté, il n'y a aucun problème. Alors, première question, je vais commencer. Quel était pour toi le joueur le plus difficile à arbitrer? Celui qui perd. D'accord. Il n'y avait pas un en particulier qui était juste insupportable? Il y a prescription maintenant, tu peux nous le dire? Ah non, parce que j'ai pas le droit de développer, donc c'est impossible. Pour cette question, tu as le droit de développer. Tu as le droit de ne pas être synthétique, mais uniquement pour cette question. Ben, bizarrement, le plus difficile, ce sont les joueurs, ceux qui sont techniques, réputés, puis qu'il y a beaucoup de fautes contre eux, puis qui sans arrêt nous disent ouais. Alors les autres disent vous le protégez, puis lui il dit ah oui je me fais tuer, puis tu bouges pas. Donc c'est très compliqué. Et bizarrement, c'était plus facile pour moi d'arbitrer les joueurs qui jouaient dur, mais ce que j'appelle les voyous honnêtes. C'est-à-dire, quand il se faisait prendre, je mettais un carton rouge, il s'en allait et il pleurait pas. Par exemple, René Girard, qui était un joueur très dur sur l'homme, un bon joueur, je lui ai mis, je crois, 1 ou 2 cartons rouges. À chaque fois, il me faisait la bise avant de partir en me demandant à quelle heure tu as ton train. Donc, j'ai toujours... Peut-être qu'il voulait savoir quand était ton train pour venir te tabasser. Pour m'attendre, oui. Non, on l'a eu sur le programme, c'est quelqu'un d'adorable, hein, on confirme. D'accord, et donc le plus difficile, si je prends bien, ça pourrait être un Maradona ou ça pourrait être un Platini, par exemple? Non, Maradona n'était pas compliqué. Il jouait pas non plus, Michel Platini non plus. Le problème, c'est quand on a des joueurs de ce niveau-là, s'ils sont blessés, eh ben c'est l'arbitre qui prendra parce qu'on dira qu'il n'a pas été assez attentif, qu'il n'a pas sanctionné le jeu dur. Donc ça augmente, mais il faut partir du principe qu'on ne doit pas cataloguer les joueurs avant. Il y en a qui disent c'est ce qu'on fait maintenant, faut étudier. Non, il y a des gens qui sont adorables un jour, qui peuvent péter un câble un autre jour. Moi, je voulais toujours partir sans a priori. D'accord, donc il n'y avait pas de joueur en particulier qui était vraiment le plus chiant à arbitrer, où tu disais celui-là je préfère, j'espère qu'il va être blessé aujourd'hui, comme ça je ne vais pas avoir à me le taper? Oh non, jamais. Jamais j'ai souhaité la blessure d'un joueur. D'accord. Quel est ton club de cœur? C'était le Racing de Besançon. Quel est le public le plus dur que tu as dû affronter? Je reviens sur la première question, celui qui perd. Quel est ton meilleur ami comme joueur de foot? Je pense que pour être arbitre, il faut être inconscient. Les gardiens de but également, parce que quand ça va bien, on les met pas en avant. Quand ils se trouvent sur une action, ils prennent. Donc j'ai toujours été très proche, je me suis toujours très bien entendu avec les gardiens de but, et je pourrais en citer plusieurs, dont un, j'en parle parce qu'il est plus là, Dominique Dropsy, avec qui j'avais des relations, Ivan Kurkovic, même si on s'était accroché pour un but qui avait été accordé contre Saint-Étienne.
Mais moi, j'ai toujours considéré le joueur comme un ami. Et j'ai toujours dit, l'arbitre, un ami, pourquoi pas? Parce qu'avec un ami, on s'engueule, mais si un ami se noie, on lui ressort la tête de l'eau pour le sauver. Si c'est un ennemi, on appuie sa tête pour qu'il se noie. Et si l'arbitre est considéré comme un ennemi, il tombe. D'accord. Quelle est l'insulte d'un joueur qui a valu le carton rouge le plus rapide que tu es sorti? Je me rappelle plus. Et pourquoi On t'a déjà insulté ou qui a valu un carton rouge? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais quand on sort un joueur qui insulte, il dit toujours « j'ai rien dit ». Mais alors, moi, un truc qui me fascine toujours, c'est est-ce que les arbitres chambrent un peu parfois les joueurs? Parce que parfois, un joueur se fait exclure en disant l'arbitre m'a chambré pendant tout le match, etc. Alors toi, j'imagine que c'était pas ton style, mais ça t'est déjà arrivé parfois de chambrer un joueur pendant le match? Mais c'était mon tu les style. chambrais. D'accord. Parce que je partais du plaisir, c'était donnant-donnant. Eux, ils chambraient, je chambrais. Mais il y avait une ligne à pas. Par exemple, c'était du style, t'es bien toujours aussi mauvais. Donc je répondais, c'est pour ça qu'on m'a désigné pour être à ton niveau. Ah oui, d'accord. Donc il fallait accepter. Alors je tutoyais, ce qui, à part une personne, Jean Tigana, que j'ai jamais tutoyé parce que il n'aurait pas accepté. Mais sinon, je tutoyais, les joueurs me tutoyaient. Ça partait du principe d'être le complice du jeu. Et c'était à partir de quel moment que tu estimais que les insultes allaient trop loin? Parce que j'imagine que tu laissais venir au début et puis ensuite, au bout d'un moment, tu devais dire bon, on va se calmer maintenant ou... C'est quand elle est calculée. C'est-à-dire que quand ça part sur un juron, on refuse un but, je comprends qu'on puisse être énervé. Donc moi, ça m'arrive, je suis assez calme, et quand je conduis, je m'en veux, quelqu'un me fait un truc devant, puis je me mets à jurer, je m'en veux, parce que je dis, mais ça sert à rien. Donc, il faut voir s'il y a une arrière-pensée, ou si c'est quelque chose de... spontané, de réflexe. Ouais. Il y a aussi une fois ce que j'ai fait, faut être aussi vicieux que le type me chambrait tout le temps, que j'étais pas bon, etc. Et j'ai pas réagi. Et il me suivait, il était plus au jeu. Et il continuait comme je bougeais pas. Puis quand je suis arrivé devant la surface de réparation, la sienne, je siffle coup franc indirect et puis je lui mets un avertissement. Donc qu'est-ce qu'il a pris par l'entraîneur qui lui a dit qu'il n'était plus au jeu et tout le truc. Donc c'est un petit peu un jeu théâtral. Il faut montrer... après la Coupe du Monde, vous avez dit, est-ce qu'il y a des instructions? 82, on nous a dit, ce qui était vrai, il y avait on pouvait plus tirer un coup franc. Il n'était jamais à 9,15 m. Donc là, j'ai appliqué le règlement bêtement. C'est-à-dire, j'ai mis plusieurs cartons jaunes. Et en France, on disait, qu'est-ce qu'il est bien? Évidemment, je n'arbitrais pas la France. Et quand je suis rentré dans le championnat de France, tout le monde est venu me serrer la main. Bravo, si tous les arbitres faisaient comme toi. Et puis, dès que j'en mettais un, 10 minutes après, je me faisais traiter, t'es toujours aussi con. Donc, je fais un match à Tours contre Lyon. Et le gars se met pas à 9,15 m. Je dis 9,15 m, il bouge pas. Je lui donne un carton jaune et il vient vers moi, il me dit « T'es plus fort à la télé, en parlant de la Coupe du Monde, qu'ici ce soir », qu'il me fait. Et j'ai pris mon autre carton rouge et je lui ai dit « Va vite, les émissions ont déjà commencé ». Et il est sorti et les gens et les journalistes ont dit « Votre là, il fait ce qu'il a fait en Coupe du Monde, il le met dehors parce qu'il s'est pas mis à 9,15 m, qui était faux. C'était pour la réaction. C'est verbal. Et je vous assure qu'après... J'étais obligé de dire, les gars, vous êtes trop loin, revenez. Ils se mettaient à 12 mètres au lieu de se mettre à 9,15 m. Ce qui prouve qu'un arbitre lui-même bâtit sa réputation. Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Alors, c'était quoi la réputation de Michel Vautreau en 3 mots? Il y a le côté, je crois, c'est prétentieux de me demander à moi. Je pense que c'est le côté humain que j'ai toujours privilégié. Je rencontrais dernièrement, à l'inauguration de la Ligue de Normandie de football, il y avait plusieurs joueurs du Grand Saint-Étienne. J'ai même revu, j'étais très heureux, je pensais jamais le revoir, l'arrière qui était Apache Piazza, Osvaldo. Osvaldo Piazza, ouais. Et il y avait Jean-Michel Larquet, Repellini, Christian Lopez et tout. Et je leur disais, ils étaient surpris. J'ai dit, mais les gars, ce que vous saviez pas, je vous aimais tous. Je vous aimais parce que moi, j'ai pas pu justement être footballeur et j'ai eu la chance de vivre une passion
avec vous. Je vous ai cassé les pieds, vous m'avez cassé les pieds, mais par contre, quand il fallait appliquer le règlement, je pouvais plus avoir de sentiments. Donc si on devait dire quel est l'héritage que tu laisses au football, ce serait ton amour pour les joueurs? Aucun. Tout le monde te fiche. Le vrai problème, c'est que chez nous, en France, l'ancien, en Europe, mais surtout en France, l'ancien, c'est un vieux con. En Afrique, quand ils parlent du vieux, c'est le chef. C'est respectueux, c'est affectueux. C'est pas par hasard si en Afrique, il y a un proverbe qui dit que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En Asie, il y a le respect des anciens. Mais ici, chez nous, quand je vois les problèmes d'arbitrage, j'ai quand même créé, avec l'aide d'autres bien sûr, là, ça n'a pas été facile, la direction nationale de l'arbitrage, où j'ai eu beaucoup de problèmes après, parce que je dérangeais. Donc aujourd'hui, j'ai été dirigeant à la FIFA, il n'y a plus de Français, il n'y en a pas eu depuis que je suis parti dans l'arbitrage. L'UEFA, il y a eu après Marc Bata, maintenant on n'a plus personne. J'ai connu tout. J'ai vu le football, l'arbitrage à 360 degrés. Jamais plus personne ne me demande quelque chose. Personne. Et tout le monde, le drame, c'est que tout le monde pense qu'il a inventé l'arbitrage quand je lis des consultants, il y a eu des consultants. J'ai été le premier consultant. Et je suis très triste de penser beaucoup à Charles Bietri. J'ai sa photo là qui est à côté où j'étais son consultant. Mais moi, c'était pas pour critiquer les arbitres. J'avais accepté pour expliquer pourquoi l'arbitre a fait une erreur. C'était toujours positif. J'ai fait de la publicité. Tout le monde fait en disant il faut sonoriser les arbitres. On a fait l'expérience avec Sacomano au tournoi de Montaigu. On avait mis un micro et j'expliquais aux joueurs et aux spectateurs. Mais là, tout le monde, on a l'impression qu'il découvre le monde. Alors ça a le don de m'irriter un peu. Si tu devais changer une règle du football, ce serait laquelle? Le football a été bien inventé. Pourquoi c'est le sport le plus populaire? C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'il a plus de 100 ans et il déchaîne des passions pour avoir des billets. Le prix des billets, c'est même indécent comme le salaire des joueurs, je le dis, je le pense très franchement. Et donc, le foot, il y a quelque chose que je ne supporte pas. C'est le seul sport où on se permet de contester en permanence sur le terrain les arbitres. C'est le seul sport. Et ce qui a le don aussi de m'agacer, c'est que je lis des déclarations des présidents de clubs qui disent « il faut imiter le rugby ». On parle de quoi? Ils disent pas qu'au rugby, personne n'entoure l'arbitre. Ah, on dit il faut mettre le micro. Comme si un micro va changer pour une finale. On est à Marseille, il y a 80 000 ou 70 000 personnes qui hurlent. Ils vont écouter ce que raconte l'arbitre. Même après, quand on a la vidéo, ils ne le croient pas. Donc, j'appelle ça des gadgets. C'est pour faire croire qu'on ferait mieux de travailler et de dire plus personne ne doit entourer l'arbitre sur une décision. C'est le seul sport où on voit l'arbitre en permanence entouré des mecs qui rouspètent. En rugby, ils se roulent pas par terre en faisant des simulations. Mais comme bizarrement, la personne le dit. Donc, je continue à dire, si on continue sur ce chemin-là, bientôt, ils vont dire, il faut mettre une plume dans le derrière des arbitres et nos dirigeants voudront le faire. Comme par hasard, on dit la France va mettre la sonorisation. La FIFA, l'UEFA, là, ils vont faire l'euro. Est-ce qu'il y a la sonorisation? Non. Et nous, on veut être les plus malins, alors qu'on se fait allumer sans arrêt. Est-ce qu'en 2024, l'arbitrage français est moins bon que les autres? Mais non. La preuve, on a 2 arbitres qui y vont, dont le jeune Le Texier, il y a Clément Turpin. Vous savez, je vous ai dit que je gardais toutes mes archives. Ça fait il me faut beaucoup de place, mais j'aime bien me retremper dedans. Et toutes les époques, je lis, il y a une crise de l'arbitrage. Il faut faire quelque chose. Depuis 1946, je lis ça. Et on dit, il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise. La vraie crise de l'arbitrage, c'est qu'il en faudrait 50 000 pour assurer, et Michel n'aurait pas eu de problème dans le Val d'Oise à l'époque s'il y avait eu des arbitres en nombre suffisant. Exactement. Exactement, depuis le temps que je le dis. Merci. Ouais, merci Michel. Il y a ça et je pense aussi une meilleure hygiène et arrêter de manger des choucroutes. Mais ça, c'est un autre sujet.
Donc, la vraie crise, elle est là. Mais quel est le jeune qui a envie de devenir arbitre s'il reste au niveau amateur? Sa copine vient avec lui, il se fait traiter de tous les noms, il est menacé. Et puis, quand il y a une agression d'arbitre, autre chose, mais quand on vieillit, je crois qu'on s'énerve peut-être plus facilement. Nos dirigeants fédéraux disent « Ah oui, c'est dommage, il y a un arbitre d'agressé. » Mais tout de suite, ils seront obligés de dire, si on fait le ratio avec le nombre de matchs qui est disputé, ça fait pas beaucoup. Mais c'est un trop. Une erreur d'arbitrage est de trop, mais une agression, elle est de trop, surtout au monde amateur. C'est pour le jeu. Et ensuite, vous parlez de... Qu'est-ce qu'on fait là? On parle des grands matchs, Sono, VAR, etc. En fait, au niveau amateur, eux, ils subissent, mais il n'y aura jamais la télé, il n'y aura jamais l'oreillette, il y aura... Voilà, arrêtons d'être hypocrites, appliquons déjà les règles telles qu'elles existent, et puis le football sera bien gardé. Alors, justement, par rapport à l'hypocrisie, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de la journée contre l'homophobie? Et justement, moi, je trouve cette énorme hypocrisie des clubs qui savent, certains joueurs qui se cachent, qui font semblant d'être blessés, qui mettent des patchs sur leur maillot, etc. Est-ce que tu penses qu'ils devraient être sanctionnés de manière plus sévère? Très honnêtement, non. Je pense sincèrement, parce que moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai aussi eu beaucoup d'arbitres, même de certains je savais pas, mais peu importe. J'ai des respects. Vous savez, tout le monde dit je suis pas raciste, etc. Moi, mes meilleurs copains, je le considère comme mon frère en Coupe du Monde. Je l'ai souvent eu dans des grandes compétitions. Il est tunisien, j'ai aussi l'Algérien. Enfin, le football, l'arbitrage m'a tellement appris à être bienveillant, à comprendre les autres avec d'autres cultures. J'ai beaucoup de respect. Et je défends évidemment tous ceux qui sont victimes de racisme, que ce soit au niveau d'orientation sexuelle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a oublié dans notre pays, à condition que la liberté commence là où finit, etc. Vous connaissez la suite. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui me gêne, par exemple, on met sur les maillots, on met fair play. Mais c'est pas ça qui empêche les gars ça change rien dans le comportement quand ils sont en colère. Moi, je dis que c'est se donner bonne conscience gratuitement. Et pour l'homophobie, j'ai pensé à ce joueur qui a refusé. C'est dans sa religion, dans son pays, il n'a pas la même perception que nous. Et par contre, s'il critiquait un de ses collègues publiquement qui soit gay, je dis il faut le suspendre longuement. Mais pourquoi l'obliger à mettre un écusson? Ça ne veut pas dire qu'il est contre. Ça veut dire que religieusement, dans son pays, ça va être mal perçu. J'avoue que faudrait être très sévère pour les gestes, pour les paroles, là-dessus, je suis intransigeant. Mais là, il a dit, c'est pas qu'il est contre, mais il le met pas. Vous savez, les pronostics. Vous avez vu que les joueurs n'ont pas le droit de faire de pronostics. Oui. Ils en ont été suspendus. Certains ont été suspendus. Mais dites donc, les amis, vous avez vu les maillots? Il y a des maillots il y a des pubs partout, ouais, bien sûr. Hypocrisie de dingue, ouais. Vous avez vu à la télé, entre les matchs, et que les pubs de pronostics. De qui se moque-t-on? De qui? Donc, on ne peut pas être contre et pour. Donc, attention, je ne veux pas être... je vous le dis, on doit défendre tout le monde, quel que soit, comme je peux pas supporter, même si la comparaison peut-être n'est pas la même, mais par exemple, maintenant, il y a des lobbies parce qu'il faut pas manger de viande. Mais chacun fait comme il veut. Si vous êtes vegan, si vous êtes végétarien, je n'ai rien contre vous, mais pourquoi vous voulez m'empêcher, moi, de manger à ma convenance? Et j'en ai marre de tous ces trucs qui nous imposent. Par contre, quand il y a un faux pas, par une déclaration, par un comportement mettant en cause les orientations personnelles, sexuelles ou autres, eh bien là, on doit sanctionner durement. Si par exemple, toi, maintenant, tu arbitrais un match et que dans le public, il y avait des paroles racistes ou homophobes, est-ce que tu arrêterais le match là, maintenant? Allez, là encore, je le dis souvent, comment on traite les arbitres? Comment on le traite? PD, dans le public, enculé. C'est cru, et c'est ce qu'on entend en permanence. Et qui réagit? Qui dit quelque chose? Bien sûr. C'est pareil. C'est ce qu'on a vu Olivier Rouillet sur le programme il n'y a pas longtemps, qui disait justement qu'il
qu'il y a zéro réaction à ce niveau-là, quoi. C'est de l'homophobie ordinaire, c'est vraiment dans le langage commun, et Oui. c'est considéré comme une insulte normale, alors qu'au final, ce sont des insultes homophobes, évidemment. Bien sûr, mais les arbitres, c'est courant. Et Ouais, jamais j'ai vu personne que... ne dit rien. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que j'avais jamais réagi au fait qu'en revanche, oh, ils enculés, des trucs comme ça, qui étaient quand même des paroles à mon Oui, époque systématiques, des on choses comme n'entend ça. pas. Alors, ouais, tu vas pas Moi, arrêter le match, oui, arrêterai le match. Moi, j'ai été traité de cocu toute ma carrière et je suis célibataire. Donc, j'ai fait avec. Donc, si vous voulez, moi, je combat tout ce qui est, évidemment, tout ce qui met en cause les croyances, la façon d'être des gens. Je suis pour la liberté totale. Par contre, on peut pas obliger les gens. C'est ça qui chacun, si moi, par exemple, je dis, je veux pas être, ou je suis raciste, je peux pas. Mais si je le dis, après, je suis libre. Si je veux pas inviter un copain algérien, c'est mon problème. Mais si je le dis, je dois être sanctionné. Enfin, là, c'est peut-être pas un bon exemple. J'ai pas été trop bon. Non, c'est très clair. Non, c'est très clair. Guillaume, le mot de la fin. On a pris beaucoup de ton temps, Michel. FAIM Un peu, à 20h, à 21h, oui, c'est clair. Non, peut-être une dernière question. Quel est le match que tu aurais rêvé de arbitrer? Aucun. Tous ceux que j'ai arbitrés, on m'a souvent parlé de la finale, ça n'a jamais été mon rêve, parce qu'une finale de Coupe du Monde, j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, que c'était trop haut, et puis trop casse-gueule. Parce que si vous arbitrez bien ce type de match, tout le monde dit, c'est normal, il a été désigné. Et si vous faites une erreur, vous la traînez dans le monde entier toute votre vie. Et j'ai été 4e arbitre en 82 de la finale de Coupe du Monde. Personne n'en a parlé, mais c'est mon plus grand souvenir d'avoir vécu à l'intérieur avec les joueurs, aller dans leur vestiaire pour les feuilles de match, pour vérifier, mais j'étais un dieu de l'arbitrage pour moi, c'est un souvenir, et j'avais aucun risque de me faire critiquer. Donc moi, j'ai pas eu. Je suis même surpris d'avoir. Vous m'avez pas parlé. J'ai fait la finale de Ligue des clubs champions. La seule victoire d'un pays de l'Est, alors qu'au départ, et ça se jouait en Espagne. Et c'était un club espagnol. En Roumanie, tout le monde a dit, on va se faire avoir par l'arbitre, il y a eu des campagnes contre moi. Parce qu'on fait toujours des campagnes contre les arbitres avant, pour essayer de déstabiliser. Donc il faut être fort dans sa tête, il faut être mentalement tenir le coup. Justement, par rapport à ces campagnes de déstabilisation, et quelqu'un comme Tapie, justement, était très bon pour ça, parce qu'avant même que le match commence, il commençait déjà à mettre la pression sur l'arbitre, pour que peut-être inconsciemment l'arbitre change un peu son comportement. Est-ce que du coup, toi, tu faisais un peu du travail sur le mental, sur la psychologie, ou des choses comme ça pour évacuer ce genre de pression? Moi, j'ai plus connu Tapie comme dirigeant. C'est-à-dire, j'étais président des arbitres, Et là, il menaçait si tu laisses tel arbitre à Marseille, on jouera pas. C'était plus dur pour moi d'être patron des arbitres qu'être arbitre moi-même. D'accord, mais alors pour revenir à l'exemple du Steaua, par exemple, comment tu évacues cette pression d'avant-match des médias roumains? Il faut, si on nous désigne à ce point-là, et il y en a un qui, à mon avis, était tout aussi performant, entre guillemets, que Tapie, c'est Giroud. Ouais. Et Giroud n'a pas... Ouais, et c'est marrant parce que Giroud, on dit oui, il a ce côté sympathique, roublard, sympa, machin. Oui. Alors que plus on déterre des petites histoires, plus c'était ok. La roublardise, c'est le côté positif de ce qu'on pourrait appeler comme il y aurait des façons un peu plus négatives en tout cas de qualifier tous ces comportements. Ouais. Mais il était malhonnête. C'est pas Voilà. Il partait du principe de dire si moi je peux vous en raconter, il sait, il y a plusieurs fois j'ai refusé de lui serrer la main publiquement parce que lui il partait du principe pour être tranquille, j'allume l'arbitre numéro 1 avec n'importe quel pour être tranquille pendant quelques matchs et les autres auront peur. Ouais, c'est ce que je disais sur Tapie, mais c'était Giroud le faisait aussi, ouais. C'est quelqu'un de très intelligent qui a un super palmarès, que vous serez heureux de passer une soirée avec lui plutôt qu'avec moi, mais je ne pouvais pas cautionner ce qu'il faisait, et il le sait. Moi, j'ai une dernière question, Michel, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu te retrouves dans un arbitre actuellement? Est-ce qu'il y a un arbitre français où il n'y a pas un nouveau Michel Vautreau? Et ça m'ennuie parce que c'est le problème qu'on reproche aux vieux en disant de mon temps, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Sauf que maintenant, ils sont victimes
D'abord, l'argent a changé. Moi, j'ai des arbitres internationaux qui sont en contact avec moi, qui me disent, quand il y a eu la campagne de presse, ils m'ont dit, tu te rends compte, notre fédération, on a honte à l'étranger, etc. Mais je dis, mais je vois les journaux en parlent, je vois aucun d'entre vous qui réagissait. Moi, j'ai mes archives, mais je dis, ou alors c'est sous couvert d'anonymat, parce que vous savez qu'il y a le pognon au bout, maintenant. Donc, donnez-moi le nom d'un qui monte au créneau. Moi, j'ai retrouvé dans mes archives où j'ai, en grand titre, quand j'étais arbitre, je dis, on n'est pas loin d'un système mafieux. Je vois pas un qui l'écrit, là, maintenant. Même s'il le pense. Oui, mais ils ont peur. Alors, quand on est arbitre de haut niveau, on doit craindre personne. On doit avoir quelqu'un qui a le courage de ses actes et de ses opinions, en respectant toujours les règles et respectant la hiérarchie. Très clair. Merci beaucoup, Michel. Très clair. Merci, Michel. Et alors, dernière question, et je sais que tu as un petit peu pas répondu à la question, mais je vais quand même la reposer. Est-ce qu'il y a un héritage, Michel Vautreau, au football, si ce n'est français, au football mondial ? Non, mais ils s'en foutent tous. Les jeunes ne savent même pas qui je suis. C'est normal. Donc, je sais qu'on n'est pas très jeunes, mais c'est pour ça qu'on est là, justement. C'est pour rétablir cette anomalie. Ça flatte mon ego que des gens depuis New York m'appellent pour... je pense qu'ils sont inconscients de me mettre dans les légendes. Donc, mais les jeunes ne connaissent pas. Les gamins, puis on fait rien. Parce que on apprend l'histoire de France, on n'apprend pas l'histoire des... J'avais un arbitre bisontin, le premier qui était en première division, on n'était que 2. Ça s'appelait la première division à l'époque. Eh bien, quand il est mort, j'avais une réunion avec mes arbitres, je dis, tiens, Bernard est mort. C'est qui ? Il était de chez nous. C'est dramatique. C'est nos jeunes savent pas que ça tourne, ils vivent avec Ronaldo, Mbappé, etc. Et il n'y a pas une culture française qui... moi, ce que je reproche, c'est que nos arbitres, ils sont sur le même moule. Mais ça vient de la télé. Ils ont tous le crâne rasé, ils ont tous il n'y a plus d'arbitres charismatiques au sens du terme comme on en a connu à notre génération. Et comme les Wurtz, les Quignou, les Vautreau. Ouais. La télévision ne le permet pas. Il faut que tout le monde soit dans le même moule. Je voudrais terminer sur quelque chose qui me tient à cœur et qui peut faire une belle conclusion. Il y a 17 lois du jeu que l'arbitre doit appliquer. Il y a la 18e qui n'est pas écrite, mais qui, à mes yeux, est la plus importante. C'est celle du bon sens. C'est celle de l'intelligence d'arbitrage, de la lecture du jeu, de l'esprit du jeu et de l'esprit des joueurs. Et à force de vouloir tout mettre sous forme avec la télé, de revenir, on est en train de déformer l'esprit du jeu. C'est ça le plus important. Parfait. C'est noté. Sur ces beaux mots, Michel, on te remercie d'avoir passé presque 3 heures en notre compagnie. Non, je vous envoie mon RIB. Je vous envoie mon RIB. D'accord. Il n'y a pas de problème, Giroud. Non, là, vous coupez. Vous coupez. Oui, on fera un montage, hein, t'inquiète pas, on va faire des... Je vous l'avais dit avant, que j'étais long. Oui, on avait été prévenus, mais non, mais il y a de très belles anecdotes, de très belles histoires, et vraiment, nous, ça nous fait plaisir. Je ne serais pas vexé que vous enleviez beaucoup de trucs, je suis sincère avec vous. Il n'y a pas de problème, on en verra quelques trucs, mais effectivement, nous, on se voit un petit peu comme la mémoire du foot français, et j'avoue que parler de tous les joueurs et de ne pas parler de l'arbitrage de cette époque, ça nous paraissait quand même complètement incongru. Bon courage, Michel. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars, bonne chance à vous. Merci d'avoir perdu du temps avec un vieux. Non. Et puis, Michel, quand les épisodes sont montés, je t'enverrai le lien pour que tu puisses les écouter. Et puis, j'espère qu'ils te plairont. Mais merci pour tout. Passe une bonne soirée. Et puis, je t'enverrai tout ça par email quand tout sera monté. Au revoir, Michel. C'est la fin de ce 2e volet consacré au meilleur arbitre français de tous les temps, n'ayons pas peur de le dire, Michel Vautreau, auquel on souhaite un excellent rétablissement. On espère qu'il nous écoute et qu'il va très 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 vite se remettre sur pied. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous trouverez des articles comme ceux de Johan Sonek, des vidéos, des goodies. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.